Bonsoir et bienvenue dans les jeudis du wagon. Ce soir, on est très content d'accueillir Monsieur Jean-David Chamboredon, que je vais laisser se présenter parce qu'il le fera mieux que moi et ensuite on pourra lui poser des questions et échanger. Donc, moi je suis Jean-David Chamboredon, je suis le patron d'un fonds qui s'appelle Isaïe, qui a été lancé par un certain nombre d'entrepreneurs. Quand je dis un fonds, en fait c'est faux, c'est deux fonds. On a un fonds de capital risque et un fonds de capital développement. Je suis investisseur depuis 1999. Avant j'étais informaticien. Et il se trouve que je suis devenu un peu plus connu qu'avant parce que j'étais le porte-parole des pigeons à l'hiver 2012-2013. Voilà, et donc je suis plutôt un investisseur-entrepreneur qu'un entrepreneur-investisseur. Je suis entrepreneur parce qu'Isaïe c'est une start-up, mais mon métier c'est investisseur. Et donc je suis là pour répondre aux questions que vous avez à poser à un investisseur professionnel, sachant que, pour donner quelques chiffres, Isaïe reçoit 1500 projets par an et investit dans 2 ou 3 boîtes par an. Donc le passage de 1500 à 2 ou 3 peut interroger. Et je peux répondre à toutes les questions sur pourquoi, avec 1500 projets, on n'en finance que 2 ou 3. Voilà, donc je fais exprès de lancer une première question, sachant que une question. Voilà. J'ai une question, Monsieur Chamboredon. Ouais. Pourquoi 2 projets par an sur 1500 projets présentés? Alors quelquefois c'est 3. Pourquoi 2 ou 3 projets sur 1500 projets présentés? Je me suis posé la question tout à l'heure en regardant votre bio. Alors la réalité c'est qu'en fait, quand on reçoit 1500 projets, il y en a à peu près la moitié qui sont des gens qui viennent nous voir en disant « j'aimerais bien lever 1 million d'euros ». Mais quand on regarde l'avancement de leur business, il est impossible qu'ils lèvent 1 million d'euros. D'accord ? D'ailleurs, nous, on les classe dans le too early. On appelle ça comme ça dans notre petite base CRM, parce que c'est quasiment du CRM. Hein. On a des milliers de startups référencées dans notre base. Et on les classe comme too early, mais on est très content de les revoir 6 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois après. Nous dire, voilà, vous avez contacté, maintenant on a fait ci, on a fait ça, on a beaucoup plus de clients, beaucoup plus de traction, beaucoup plus de visites. Et on revisite le cas. Et je crois que chaque année, sur les 1500, il y a 300 ou 400 projets qu'on a vus l'année d'avant. D'accord, qui reviennent. Et donc les autres abandonnent ou il y en a qui sont financés, il y en a qui sont financés par d'autres modèles, qui reviendront peut-être l'année d'après, enfin. Parce qu'il n'y a pas que les fonds d'investissement pour financer des entreprises. Donc il y a la moitié à peu près, c'est too early. Après, il y a, on va dire, un quart, on ne fera jamais. D'accord, c'est trop petit, ou c'est pas Internet, ou le modèle est super difficile, compliqué, etc. Et donc ça, on dit aux gens, non pas vous êtes too early, on leur dit non, ça nous, on ne fera pas. Et puis après, il y a un quart qui est à peu près intéressant, qui mérite au moins un entretien. Et donc qu'on rencontre, avec qui on discute, etc. etc. Sur un quart de 1500, ça fait à peu près 400. Sur ces 400, il y en a 40 sur lesquels on devient sérieux. Et avec qui on parle notamment, c'est ceux avec qui on parle avec Kosciuszko, avec Roux de Bézieux, Trépose au Rayon. Le mercredi, on a un call et on passe en revue ces projets. Et puis sur les 40, il y en a sans doute 4 ou 5 qu'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire après avoir fait des due deals, après avoir appelé, après avoir traqué les trucs, demandé des chiffres, etc. 4 ou 5 qu'on a envie de faire. Et puis sur les 4 ou 5 qu'on a envie de faire, on en fait 2 ou 3 parce que il y en a qu'on perd, il y a d'autres investisseurs qui veulent le faire. Je vous donne un truc, mais quand vous dites à un investisseur en capital risque à Paris, Isaïe s'intéresse à nous, ça accélère beaucoup le processus. Et donc voilà, quelquefois on perd les affaires. Et puis quelquefois on ne trouve pas d'accord. C'est-à-dire qu'on dit, nous on a envie de faire, mais on dit, voilà, nous si on met 1 million, on veut 25% du capital. Puis le gars il dit, moi pour 1 million, je vous donne 10. Et puis on discute et puis on ne converge pas. Pour 1 million, c'est 25%? En moyenne, on prend entre 20 et 25% du capital. Et voilà. Donc on va dire que sur 5 ou 4 ou 5 qu'on a envie de faire, il y en a 2-3 qu'on fait, un qu'on perd et un sur lequel on ne se met pas d'accord. Parce que les expectations ne sont pas les mêmes. Et voilà. Alors je suis passé évidemment de 1500 à 5 un peu vite, hein, mais c'est la réalité du business. Et le process, il prend combien de temps à peu près? Pour dire non, on met 3 jours. D'accord. Et ça, on s'est engagé à répondre tous les projets et si possible en 3 jours. Pour dire non après un premier entretien, c'est 3 semaines. Et pour arriver à un deal closé, c'est impossible de dire. Mais je dirais que le plus court, c'est sans doute 8 à 10 semaines entre le premier meeting et l'argent qui est sur le compte de l'entreprise. C'est très rapide déjà. Oui, mais c'est le plus court qu'on peut faire et je pense qu'en général, ça dure un peu plus. Ça dure sans doute 12-15 semaines. D'accord.
pour les sociétés qui vont faire partie des 2 ou 3 sélectionnés que vous allez financer, sont des sociétés qui ont environ quel âge? Alors j'ai fait des stats, parce que maintenant on a 10 boîtes, donc c'est plus facile de faire des stats sur 10. En moyenne, les entreprises dans lesquelles on rentre, elles ont 8 employés. Elles sont sur un run rate de chiffre d'affaires de 300 000 euros de chiffre d'affaires net, c'est-à-dire du chiffre d'affaires valeur ajoutée, on va dire. Hein. Parce qu'un gars qui achète pour 300 000 et qui revend pour 290 000, je ne considère pas qu'il fait... on raisonne en chiffre d'affaires net ou en valeur ajoutée. Elles sont sur un run rate de l'ordre de 300 000 euros. C'est une moyenne. Hein. Il y a des cas où il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais il y a une traction fantastique. Et il y a des cas où il y a plus de chiffre d'affaires, mais avec une marge brute plus faible. Mais en gros, ça fait 300 000 euros de valeur ajoutée. Et elles ont en moyenne 2 ans et demi d'existence depuis la création. Et elles ont en moyenne levé 300 000 euros de business angel avant de faire un tour avec nous. Voilà. Ça, c'est le format, le prototype de la boîte financée par nous. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des levées d'amorçage? Moi, je trouve j'en parlais avec un de nos élèves justement il n'y a pas longtemps. Il y a une espèce de course à la levée de fonds. Et en fait, on avait eu c'était une réunion il n'y a pas longtemps où quelqu'un disait mais arrêtez de nous parler de levée de fonds. Allez d'abord chercher des clients, financez-vous. Voilà, l'essentiel c'est ça et on est en train de juste complètement pervertiser. Perverser. Ouais, pervertir. Merci. Ségolène aurait dit pervertifier. C'est ça, la pervertitude. On est en train de voilà. Pervertitude. le modèle en leur disant on va lever, c'est ceux qui. En fait, c'est normal que des gens pensent à pervertifier le truc. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un côté de chicken and egg dans une startup. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cash du tout, vous ne pouvez pas démontrer de traction. Et si vous n'avez pas de traction, vous ne pouvez pas lever de cash. D'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent j'ai pas de traction, mais j'ai trouvé des gens qui mettent de l'argent. Peut-être qu'avec cet argent, je vais créer une traction qui permettra de lever plus d'argent. Et donc, en fait, ça se fait un peu une espèce de courte échelle avec un côté poulet-œuf. Donc, c'est assez logique que devant l'opportunité de lever de l'argent, permettant de révéler une traction, permettant ensuite de lever plus d'argent, les gens soient tentés. Si maintenant, avec l'argent que les gens lèvent, ils ne génèrent aucune traction qui correspond à leur business, et qui traduisent par des utilisateurs ou par du chiffre d'affaires, des choses comme ça, l'histoire, elle va aller nulle part. Hein. Donc, en gros, c'est très bien de lever de l'argent, à condition de savoir ce qu'on va en faire et de savoir que l'argent qu'on lève, il va créer une valeur visible pour qu'un investisseur ultérieur puisse mettre plus d'argent et pour que la boîte trouve son modèle économique. Donc, lever de l'argent pour juste itérer, c'est un peu con. Voilà. Et par exemple, je sais qu'on a entendu ça aussi à Bercy quand on parlait justement du lancement de la French Tech et tout. Quelqu'un avait demandé à Madame la Ministre s'il y avait un truc qui était prévu pour juste ouvrir les grosses boîtes du CAC 40 aux jeunes sociétés innovantes. C'est-à-dire, en gros, trouver-leur des clients. Le message c'était trouver-leur des clients, rendez plus perméable la relation entre les énormes boîtes et les petites startups innovantes, permettez-leur de trouver des clients, ouvrez les marchés publics, réservez une partie des marchés publics pour les sociétés innovantes. Et ça, en fait, c'est juste un discours qu'on entend beaucoup moins qu'il faut lever des fonds. C'est un discours auquel je ne crois pas du tout. Ouais. Personnellement, une boîte qui me dirait je suis une start-up et mes clients s'appellent Total, LVMH et machin, je n'investirai jamais dans cette boîte. Pourquoi? Parce que c'est pas répétable, parce que ça va être hyper painful, parce que moi j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vendu aux États-Unis. Et j'étais chez Capgemini à l'époque, je vendais en France, mes clients s'appelaient SFR, Bouygues, France Télécom. Puis je suis arrivé aux US, mes clients s'appelaient AOL, Microsoft, Covad, etc. Et je trouvais que c'était un paradis aux États-Unis. D'arriver en disant je sais faire ça, je peux le faire vite, mais ok, quand est-ce qu'on commence? Tu fais la même chose chez SFR, France Télécom, Bouygues, tu dis le prochain meeting, il faut qu'on soit 12. Donc on pense que là on est en février, donc en juin on pourrait avoir un meeting où vous nous présenterez votre truc. Et puis en juin on dit oui mais alors on va lancer un appel d'offres en septembre parce qu'on part en vacances. Et puis en septembre on lance un appel d'offres, on le déclare infructueux en décembre parce que les réponses sont trop chères, etc. Et puis peut-être qu'en juin suivant on a peut-être une commande pour faire un test. Donc c'est impossible de bosser avec les grands groupes français. C'est ça qu'il faudrait changer aussi. C'est pas la peine d'espérer. Ouais, d'accord. Je n'y crois absolument pas. Moi, toutes les boîtes qui font on appelle ça le B to gros B chez Isaïe, c'est une raison de dinguer le deal. Le gars qui nous dit moi je fais du B to gros B, ça tombe dans la poche, ding, et on ne fait pas. Voilà, donc je n'ai aucun espoir sur ce sujet-là.
Et l'investissement ou les sites pour les grands groupes, est-ce qu'ils pourraient évoluer dans leur relation aux startups et investir peut-être plus facilement, voire racheter davantage Alors, je vais encore être super cash sur ces réponses-là. On coupe la vidéo si vous voulez. Non, pas de problème, parce que j'ai des copains dans les grands groupes et je leur dis ça dans les dîners en ville. Hein. Moi, j'ai fait 21 sessions en tant qu'investisseur depuis que je fais ce métier. J'ai jamais vendu à des Français, jamais. Et à chaque fois que j'ai eu des étrangers et des Français en compétition, le Français le plus mieux disant était à 50% du prix des étrangers. Donc les Français ne savent pas acheter les belles boîtes. Moi, j'avais investi dans les belles boîtes, donc ils ne savent pas les acheter. Une boîte qui est rachetée par des Français, ça veut dire que c'est une mauvaise boîte, par démonstration, d'accord. Et un entrepreneur qui est un bon entrepreneur, il fait une belle boîte, donc pas qu'il vende aux Français. Et sur l'invest, c'est un peu, ouais, c'est un peu raisonnement par l'absurde, mais c'est quand même assez vrai, hein, statistiquement. Regardez quelle belle boîte a acheté par des acteurs français. Faites-moi une liste, ça va être dur, hein. Peut-être Doctissimo par Lagardère en 2007, voilà, peut-être une exception, quoi. Ouais, Digitix, c'est une jolie boîte. Ouais. C'est vrai qu'ils n'en ont jamais pas acheté beaucoup, Vivendi, donc on pourrait peut-être faire une exception. Mais enfin, toujours est-il que les très belles boîtes françaises ne sont jamais achetées par des Français. Tout simplement parce que les Français ne savent pas payer le prix, et je pourrais vous expliquer pourquoi ils ne savent pas payer le prix. Et sur l'investissement direct par des corporates dans les startups, je pense que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Pour une raison simple, hein, le gars va vous mettre un gars au board, représentant de l'actionnaire, la stratégie va changer, le gars va changer, le machin, le conflit d'intérêts va apparaître, l'information sur des concurrents va devenir touchy, enfin bon. Donc avoir de l'argent direct d'un corporate, c'est pas du tout bien. Nous, ce qu'on a poussé avec France Digital, c'est de donner un avantage fiscal aux sociétés françaises, les grosses, pour investir dans les startups via, alors elles peuvent le faire en direct, mais je déconseille fortement, ou le faire via des fonds. Et donc à ce moment-là, il y a un alignement, celui qui représente au board, c'est le fonds, c'est pas la startup, etc. Nous, on a quelques corporates qui ont investi chez Isaïe, on a M6, Bertelsmann, Groupe Galeries Lafayette, Groupe Amaury, et on leur a expliqué ça, ils ont acheté le truc, on dit ok, en fait ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas faire de toute façon. Investir dans les belles boîtes et être un petit actionnaire d'une belle boîte, ils ne savent pas faire, donc ils savent le faire via les fonds. Et avoir une relation arm's length où ils peuvent faire un deal en sachant qu'ils sont actionnaires indirects, mais en raisonnant, est-ce que c'est un bon deal? Est-ce que c'est un deal win-win? Bah, ils peuvent le faire parce qu'on les aide à le faire. Sinon, ils ne savent pas faire.